bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et c'est épisode 105 avec beaucoup de sujets aujourd'hui. On a le match contre l'Écosse et les conséquences, mais aussi le Pool B of ce Rugby World Cup in France. Mais comme il a dit Chabal, we are in France, we speak French. Donc je suis très content de parler français avec notre invité, un vrai pote de notre pack, car ça fait plusieurs fois qu'il revient sur notre podcast. On est très content d'accueillir aujourd'hui, c'est l'ancien 10 de nous en bleu de notre 15 de France, et en rouge de noir, c'est de Toulouse et Toulon. C'est Yann Delegue, salut! Salut à tous! Écoute, merci d'être là encore pour nous. La dernière fois on s'est vu, en fait, tu étais en pleine préparation pour ton super événement à Toulouse, le Water Rugby. Est-ce que c'est bien passé? Ouais, ça a encore été une super réussite, on est très contents. La météo n'était pas forcément au rendez-vous et malgré tout, les gens sont venus et ça a été une belle fête du rugby encore une fois, 4 jours de folie. C'est un événement qui monte en puissance d'année en année. Je suis très très content, ça s'est très très bien passé. Bah super, il faut que l'année prochaine, je regarde un peu sur mon planning un peu en amont, hein, que je viens te voir. Et aussi, en fait, si j'ai bien compris, tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une petite frère ou sœur de Water Rugby, et maintenant, il y a quelque chose qui se passe à Monaco. Exactement, ils ont organisé les Water Games. Je les ai aidés, donc le gouvernement monégasque et la fédération monégasque. Et donc, on a fait les Water Games pour la première année. Ça s'est très bien passé aussi. C'était magnifique. La plateforme flottante pour jouer au rugby était au milieu des yachts devant le yacht club. C'était vraiment un endroit magique. Et pareil, ça a été sur 3 jours. Un événement très réussi pour une première édition qui en appelle de nouvelles éditions pour l'année prochaine. Bah, Water Rugby est finalement international, comme Monaco, c'est un autre pays. International. Et puis, il y aura certainement aussi une édition à Abu Dhabi au mois d'avril. Abu Dhabi en avril. Ah, bah chouette. En fait, c'était la prochaine question. Est-ce que c'était le Rhône, la Garonne ou peut-être l'Aglemont? Mais non, c'est un peu plus loin. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Ah, c'est encore qu'au début, hein, on est en train de monter les partenariats, chercher les partenaires locaux, etc. Mais normalement, ce sera le 19, 20 et 21 avril 2024. Donc, sur un spot qui est très beau. C'est où il y a le circuit de voiture. Donc, voilà, ça va être un endroit magnifique et j'espère que ce sera aussi une réussite. On verra ça dans quelques mois. Au moins, il fera chaud. Écoute, t'as bien bossé, t'as bossé dur. Est-ce que tu t'es reposé un petit peu pour les vacances? Ah ouais, je suis allé dans ma famille, dans le sud-est, à côté de Toulon. Au début pendant 3 semaines, et puis après j'ai fait une semaine à Cavalère chez des potes. Donc je me suis bien reposé, j'ai bien bronzé, je me suis bien baigné, il a fait beau. Ouais, ça se voit. Voilà. Donc j'ai bien rechargé les batteries parce que il y a plein de choses qui vont arriver très très vite, et notamment la Coupe du Monde qui va arriver rapidement. Et puis je vais avoir du boulot pendant cette Coupe du Monde parce que je suis consultant pour M6 pour commenter quelques matchs et faire des émissions. Je suis consultant pour RMC également. Puis après, je vais travailler au Stade de France avec la société Even Team pour accompagner des clients. Et puis aussi avec le Stade Vélodrome. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de dates en perspective pour cette Coupe du Monde. Et je suis impatient de vivre cet événement-là. Ouais, you're hitting the ground running, comme on dit en anglais. Les vacances sont vraiment finies. On tourne maintenant, comme tu dis, à la Coupe du Monde. Donc, je suis content que je pourrais te voir sur l'écran sur M6 et t'écouter sur RMC. Donc, c'est vraiment chouette. Et je suis content, bien sûr, que tu sois là avec nous. On va parler principalement de Poule B. Mais là, on va démarrer avec notre match France-Écosse. Pack de potes, terrain 10. France-Écosse, le retour à Saint-Étienne dans le chaudron contre les Chardons, avec l'équipe presque normale. Il y a le retour de quelques joueurs blessés comme Villiers et Danté. L'Écosse a à peu près la même équipe, mais Hamish Watson n'est pas là, c'est plutôt Jamie Ritchie en troisième ligne, qui est le vice-capitaine, avec le numéro 10, Finn the Magician Russell. Les arrières sont franchement pas mal, Kinghorn, les allées Sudaf, Stein et Vandermeer, avec Hugh Jones et Talipitu en centre. Les Bleus sont présents avec des jolies Marseillaises à Cabala, un petit clin d'œil au Flower of Scotland à Murrayfield, je trouve. Le match démarre avec beaucoup d'énergie dans le stade. Ça démarre bien avec notre défense qui refuse l'avancée des Écossais, sauf que le coup de pied de Finn Russell trompe tout le monde et ils sont dans notre 22. Pénalité, mais ils ne prennent pas les points, mais plutôt la touche pour nous mettre directement sous pression. Osé mais payant car essai dans le coin par Stein. 7-0 à 5 minutes. Mais le public reste derrière leur équipe, Marchand fait le taf et les Bleus marquent à pénalité 7-3. Les Écossais ont confiance dans leur attaque avec les ballons ultra rapides et chopent en pénalité 10-3. Jamie Ritchie est immense en défense et d'un coup, notre attaque est décousue. Damien Penaud fait presque un tour de terrain pour chercher un trou, mais non.
Beaucoup d'énergie dans le match, mais il faut savoir calmer les choses un peu. Penalty touche pour nous sur le 5 mètres des Chardons. Waki est très bon dans les airs dans ce match. On n'est pas mal en mêlée non plus. Accompagné par un joli Marseillaise, la France, on ajoute 3 points de plus, 10-6 à 22 minutes. Notre défense fait reculer les Bleus foncés. J'ai l'impression qu'on va marquer comme ça. Mais il reste très dangereux, je trouve, les Écossais, même si j'ai l'impression qu'ils sont un peu fatigués. Gamin Villiers nous gratte un ballon, Dupont relance, Thibaut Flamand galope et c'est Dupont qui va marquer. Non, essai refusé. Mais bonne nouvelle, carton jaune contre les Écossais, leur numéro 9, Price. Et voilà, mêlée, Dupont pour Ntamak qui marque. Le rugby, c'est beau quand c'est simple. On passe devant 13-10. Toujours à 14, les Écossais, ils n'arrivent pas à faire dérouler leur attaque et ils perdent beaucoup de yards, comme on dit aux States. Dernière opportunité avant le mi-temps, mais on perd la touche pour la première fois du match. Dommage, mais au moins, on a réussi à surmonter un début difficile. Début de deuxième mi-temps, and it's all right with Aldrit. On récupère le ballon, on finit avec un essai de notre fusée, Damien Penaud. 20-10. Et il faut attendre exactement 2 minutes avant que nos Bleus remontent le terrain, démarré par Ramos et Dupont, et ça finit dans les mains du serial marqueur lui-même, Charles Olivant. 27-10. Dupont tape tellement fort au pied qu'il explose le ballon, incroyable. À 49 minutes de Pont voit quelque chose et Penaud est lancé côté droite avec un essai au bout, mais en avant. Le vent change un peu, on commence à avoir des opportunités pour l'Écossais pour les premières fois de ce mi-temps. 54 minutes, un peu de folie côté français, ça va plutôt bien, mais Jamie Ritchie devrait avoir une cape car il est vraiment super, il gratte un autre ballon. Villiers sait faire la même chose aussi. Ntamak sort blessé et on a un troisième casque rouge avec l'arrivée de Louis Biel-Biarré qui était très bon la semaine dernière. Heureusement pour l'Écosse, Finn Russell a un sacré coup de pied et Van der Mel est un vrai guerrier. Il marque son essai à 62 minutes, 27-15. 66 minutes, gros coup de mou côté français et les Écossais restent réveillés. Essai carrément donné par les Bleus qui sont décrochés un peu du match. Villiers loupe une opportunité en contre-attaque avec un en avant dans l'embut. 10 minutes à jouer et c'est Stein qui fait complètement taire le public. 27 partout car Finn Russell a raté la transformation. Allez, 6 minutes pour gagner, on gagne le touche et on perd le ballon, mais on gagne la mêlée. Pénalité pour la gagne et ça passe. Merci Ramos, on gagne 30-27. Si la semaine dernière c'était une défaite pas très grave, cette victoire me semble assez importante. Je suis content qu'on a gagné, mais il y a quand même un peu de progrès à faire et surtout des dégâts secondaires. Et toi, tu étais là, Yann, comment tu as senti le match? Déjà, il y a eu une grosse entame de la part des Écossais. Nous, on était un peu en difficulté au début. On avait du mal à garder le ballon, à utiliser le ballon. Donc, pendant 20 minutes, on n'a pas trop existé offensivement. On a réussi quand même à défendre. Donc voilà, assez dominé sur les 20 premières minutes. Après, on a rétabli l'équilibre. On fait une super début de deuxième mi-temps pendant 20 minutes. Là, vraiment, on revient sur le terrain et l'équipe de France comme on aime la voir, quoi, avec beaucoup de variétés offensives, des beaux essais. Enfin, voilà, un bon moment. Et puis après, dû certainement à la capacité physique qui n'est pas à 100% de notre équipe en ce moment, puisqu'ils sont en pleine préparation et que la Coupe du Monde démarre que dans un mois. Donc, ils sont encore en cours de physique. Et donc, effectivement, les 20 dernières minutes ont été très difficiles. On voyait beaucoup de joueurs les mains sur les hanches. Et les Écossais, eux, en ont profité en emballant la partie et en revenant au score. Et on a failli perdre ce match. Et heureusement, c'est notre mêlée qui, finalement, nous donne la dernière pénalité de la gagne pour pouvoir assurer la victoire. Mais ça a été difficile sur la fin. Alors, c'est normal parce que les joueurs sont en pleine préparation physique. Et puis parce que l'équipe d'Écosse est en avance aussi sur le physique par rapport à l'équipe de France, puisqu'ils ont démarré leur préparation un mois avant la préparation de l'équipe de France, puisqu'ils ont fini leur championnat beaucoup plus tôt, leur championnat domestique beaucoup plus tôt. Donc finalement, c'est des joueurs qui étaient beaucoup mieux physiquement, plus aguerris en tous les cas, et plus proches des 100% physiques qu'ils auront pour la Coupe du Monde. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, mais effectivement, notre équipe de France a encore du boulot physique d'une part, et puis après, dans les rouages offensifs aussi, ils ont du travail à faire, et même un petit peu en défense, parce que tu prends quand même 4 essais sur ce match. Ouais, en fait, c'était assez incroyable parce que j'avais le sentiment que notre défense se faisait beaucoup recoller, mais ils arrivaient quand même de trouver des trous. Van der Mel, c'est incroyable, ce mec avec les cannes, mais aussi, c'est un troisième ligne, quoi. Il est physique comme fou, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, mais puis après, il y a Finn Russell qui était à la baguette, qui amène beaucoup de variations dans son jeu et qui crée de l'incertitude dans la défense française. Et notre défense française, elle est très énergivore. C'est-à-dire que elle a besoin aussi d'être à 100% physiquement parce que c'est des montées très agressives, très hautes, répétées, qui fatiguent.
Et une équipe un peu fatiguée, ben, il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui montent un peu moins vite et ça crée des déséquilibres. Et les Écossais ont bien su en profiter. Ouais, c'est marrant parce qu'avant, j'avais l'impression on défendait un peu plus parce que ça prenait moins d'énergie qu'attaquer. Mais maintenant, en fait, notre défense est tellement, on va dire, au point que ça prend plus d'énergie. Je sais pas si ça prend plus d'énergie qu'attaquer, mais en tous les cas, ça prend de l'énergie, ça c'est sûr. Et puis, clairement, hein, les 20 dernières minutes, on sent que l'équipe de France est fatiguée. Même s'il y a eu des joueurs qui sont rentrés, ils ont compensé quelques joueurs qui étaient fatigués, mais ils n'ont pas compensé les joueurs qui restaient. Et pour le coup, pour être au match à ce moment-là, on voyait beaucoup de Français qui avaient les mains sur les hanches et qui cherchaient leur respiration. Et on a même vu quand Aldrit est sorti ou quand Dupont est sorti, on a vu sur leur visage des joueurs fatigués. Et en plus, il faisait extrêmement chaud, extrêmement lourd dans ce stade-là. Donc voilà, on n'est pas encore à notre capacité 100% physique. Les Écossais étaient mieux que nous physiquement. Et je pense que leur victoire et surtout leur fin de match s'explique surtout par rapport au plan physique. D'accord, d'accord. Quand même, on sort de ce match avec un blessure énorme pour Ntamak. L'équipe a reporté ça aujourd'hui. L'équipe de France a confirmé qu'elle a le ligament croisé, donc il va rater le Coupe du Monde. Donc il y a plein de questions. Toi, ancien 10, comment tu ressens ça en tant qu'ancien joueur Ah ben d'abord, le premier sentiment, c'est beaucoup de tristesse pour Romain, parce que déjà, je le connais personnellement puisque je l'ai vu naître quand je jouais avec son papa. Donc c'est beaucoup de déception pour lui, sachant en plus qu'il a déjà loupé quelques échéances, notamment avec son club il y a 2 3 ans. Donc c'est des moments toujours très difficiles. J'en parle d'autant plus facilement que j'ai vécu ce même genre d'expérience, puisqu'en 2003, je devais participer à la Coupe du Monde, et pareil, une blessure m'avait tenu éloigné de cette Coupe du Monde-là. Donc c'est difficile à vivre sur le moment. Après l'opération, bien sûr, on repart sur de la rééducation et on a déjà un objectif pour après. Mais enfin, une Coupe du Monde en France, avec une très belle équipe de France comme celle-ci, je pense que la frustration doit être énorme et j'ai d'abord une pensée pour lui. Après, ça va être difficile aussi de suppléer ce joueur-là, qui fait partie des tout meilleurs joueurs au monde, pour notre équipe de France, parce que, bah, évidemment, il fait partie des joueurs extraordinaires qui peuvent faire la différence à lui tout seul. On l'a encore vu en finale du top 14 il y a quelques mois. Donc ça, c'est difficile aussi. Et après, bah, qui pour le remplacer? Il y a moi, je vois trois choix différents. Le premier choix qui paraîtrait le plus logique au vu de ce qui s'est passé avant en équipe de France, c'est Jalibert en numéro 10. Après, il y a deux autres choix. C'est Astoy en numéro 10 ou un troisième choix, qui n'est pas un choix imbécile non plus, c'est Thomas Ramos en numéro 10, puisqu'il a prouvé aussi qu'à des matchs de très haut niveau, il était capable de jouer à ce poste-là de belle manière. Donc je pense que les coachs de l'équipe de France vont un petit peu se gratter la tête pour savoir quelle option ils prennent, sachant que c'est des joueurs qui ne jouent pas de la même façon. Un Jalibert est beaucoup plus attaquant. Donc est-ce que ça va changer notre style de l'équipe de France? Parce que je ne pense pas qu'il faille faire jouer Jalibert contre nature. S'il joue, il faut qu'il joue comme il sait jouer. Donc est-ce que du coup on va avoir un élan plus offensif avec Jalibert? Est-ce qu'on va choisir de mettre plutôt Astoy qui a moins d'expérience, mais qui représente un petit Ntama quelque part, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il est globalement un peu bon partout, il n'a pas tellement de points faibles, il est plutôt gestionnaire. Voilà. Par contre, en termes d'expérience internationale, il n'en a pas beaucoup. Et puis la troisième option, c'est Ramos, qui est un joueur à l'instinct, qui, à mon avis, a un point un peu plus faible que les autres. C'est sur le secteur défensif, peut-être, où il est un peu moins aguerri que les autres à ce poste-là parce qu'il n'y joue pas régulièrement. Par contre, en termes d'animation offensive, c'est peut-être le meilleur des trois. Donc voilà, c'est des vrais choix que vont devoir faire les coachs de l'équipe de France. Ouais, ouais, en fait, j'ai pensé à ça ce matin. En fait, un des points forts que j'avais pas pensé avant, c'est avec Ntamak, c'est on va dire, il est toujours, son pire match, ça va être un 6 sur 10, en fait. Il est très régulier dans la défense, il est très régulier partout. Et finalement, en plus, il y a au minimum un petit moment de génie par match. Et si on a deux ou trois, bah, allez, 8 sur 10 ou 9 sur 10. Et oui, c'est ça, en fait, cette régularité qu'on va manquer. Bah, et en plus de, bien sûr, le côté fantastique. Ouais, ça va être un sacré choix pour les coachs. Et potentiellement, toi, tu as un neveu qui joue 10 aussi, Louis Lebrun. Oui, Louis Lemoine, il joue à Castres. Mais c'est un petit peu prématuré pour lui, à mon avis, quand même. On ne sait jamais un jour, mais pas sur cette Coupe du Monde-là, c'est un petit peu tôt. Bah écoute, c'est un coup dur quand même pour nos Bleus. Il y a aussi Cyril Bay qui va rater 5 ou 6 semaines. Il me semble que il va rater les 2-3 premiers matchs quand même.
Et exactement, a priori les deux premiers matchs. Donc là aussi, c'est difficile. Là aussi, c'est un choix des coachs. Est-ce qu'ils gardent Cyril Bay avec le groupe équipe de France en se disant qu'il sera prêt pour les matchs d'après, mais est-ce qu'il pourra physiquement revenir au niveau? Parce que là, quand même, il y a des exigences internationales sont très très fortes. Donc, c'est toutes les questions qu'on se pose. Écoute, semaine prochaine, c'est contre Fidji. On fait quoi, à ton avis? Est-ce qu'on remet en place l'équipe B ou est-ce qu'on reste avec les titulaires? Normalement, c'est plus avec les titulaires, c'est avec l'autre équipe. Logiquement, ce sera comme ça que c'est comme ça que c'était prévu. Donc, on va voir ce que va faire l'équipe de France, mais à mon avis, ils vont faire une équipe mixte avec plutôt ceux qui ont joué le premier match. Donc voilà, donc revenez la semaine prochaine pour parler de ce match Fidji-France. Il y avait d'autres matchs aussi cette semaine. Il y avait Tonga contre Canada, 28-3 pour Tonga. Géorgie contre Roumanie, 56-6 pour Roumanie. Bon, on va en parler de ce pays aujourd'hui aussi. Portugal contre USA, 46 pour Portugal, 20 pour USA. Et Nambia, tiens, ils ont battu Chili aussi, 28-26. Mais je pense que le match le plus fou, en fait, c'était l'Angleterre contre le Pays de Galles, 19-17 pour l'Angleterre, mais un match incroyable avec, il y avait un moment, c'était 15 personnes sur le terrain pour Pays de Galles et que 12 pour l'Angleterre, mais ils ont quand même réussi à gagner les Anglais. Ouais, exactement. Ça a été un match que je n'ai pas trouvé de très très haut niveau. Et puis aussi le cas Owen Farrell, hein, qui risque de louper les premiers matchs de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si la sanction disciplinaire n'a pas encore été établie, mais je pense qu'il risque de prendre quelques matchs de suspension. Ouais. Oui, grave, parce qu'il y avait un gros carton rouge, assez moche avec un plaquage très haut, sans wrapping up. Allez, c'est l'heure de parler de notre pool B. N'oubliez pas que nous avons déjà fait le pool A la semaine dernière, épisode 104 de Pack de Potes. Allez, on y va. Poule A pour de la moitié qui tout quand même, parce que c'est Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga et Roumanie. Et on va démarrer avec l'Écosse parce qu'on était déjà sur le sujet. Donc Écosse, depuis 2 ans, ils ont battu quand même l'Angleterre, Australie, Argentine. Et la plus récemment, on va dire la France bis, aussi a fait plutôt un bon match le week-end dernier. Numéro 5 au niveau mondial aujourd'hui. Normalement, on part de leurs avants, mais quand même, j'aimerais bien re-mentionner encore les arrières qui me font peur. Ils ont 3 super alliés, Stein, Werner Mel et aussi le petit Darcy Graham. En centre, c'est Tupilutu, Hugh Jones, et n'oubliez pas aussi, il y a Chris Harris, qui est un super défenseur. Un peu de jeunesse aussi, il y a un certain Rufus McLean, j'adore ce nom, et Ollie Smith. Stuart Hogg n'est pas là, mais il y a quand même Blair Kinghorn qui prend le relais. Expérience au 9 avec Ben White et Ali Price, et bien sûr le Magician en 10, Finn Russell. C'est quand même pas mal, toi qui as joué 10 pour l'équipe de France. C'est quoi ton avis sur Finn Russell et ses arrières? Effectivement, c'est une très bonne équipe et notamment les arrières. Finn Russell, moi j'adore le voir jouer. Quand on le regarde, il se passe toujours quelque chose, donc c'est assez magique. J'ai trouvé aussi leur numéro 12, je crois, qui a été très très bon et qui a bien relevé le défi physique par rapport à Danty sur son dernier week-end. Donc effectivement, ils allient puissance, vitesse. C'est une équipe très très forte derrière. Il va falloir s'en méfier dans cette poule-là. Ils ne représentent pas la meilleure nation de leur poule sur le papier, mais attention à eux. Ouais, ouais. Et en fait, c'est marrant parce que si on parlait des avants, il y a quand même beaucoup de frères. On aime bien des fratries chez nous. Donc, il y a les frères Ferguson, il y a des frères Gray, les deuxième lignes. Un troisième ligne quand même super costaud avec Jamie Ritchie, le jeune Jack Dempsey en 8 et aussi le moins jeune, mais c'est le machine à plaquer quand même, le mal coiffé Hamish Watson. Et en fait, rapidement sur le coach, Gregor Townsend, il a joué dans un de tes anciens clubs à Cast, mais il me semble que vous n'avez jamais joué ensemble, Gregor Townsend. Tu as un souvenir, tu as quelque chose sur lui? Non, on a joué contre, évidemment, les France-Écosse, puisque en 94, pour ma première sélection, quand je débute, lui, c'est ses premiers matchs aussi avec l'Écosse. Il était tout jeune comme moi. Donc voilà. Et après, on a joué l'un contre l'autre aussi quand j'étais au Stade Toulousain et lui était à Castres. Et notamment sur une demi-finale, je me souviens très bien du match. Mais c'est un mec que j'aime beaucoup. J'aimais bien le joueur. C'était un excellent joueur. Et j'aime bien l'homme aussi. C'est un mec assez sympa. Ouais. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu que les World Rankings, celles qu'ils ont fini, c'est 5e. Dans les dernières 4 Coupes du Monde, ils ont fini dans la finale. Donc ça veut dire, en gros, si on continue dans cette zone-là, ça veut dire que l'Écosse vont être en finale. Ouais, on ne sait jamais. C'est pas encore gagné, mais on ne sait jamais.
Allez, Tonga, je vais te faire un petit service, Yann, et pour nos chers écouteurs, je ne vais pas essayer de prononcer tous les noms des bons joueurs de cette équipe parce que je suis un peu, on va dire, dyslexique à l'oral, hein, et ça va être un massacre. Ce qui est important, en fait, de savoir, c'est cette équipe, ils ont la grande moitié qui joue en France ou un autre quart, on va dire, qui joue en Grande-Bretagne. Donc, ils ont surtout, on va dire, du talent physique. Je trouve pas très en forme en ce moment, des victoires contre des petits pays de rugby comme Uruguay, Chili et Espagne, mais ils ont perdu contre les autres voisins, on va dire de Pacifique, Fidji, Samoa. Je pense que la dernière fois quand même ils ont joué contre l'Écosse, c'était 60-4, ils ont perdu contre l'Écosse. Donc pas franchement bon signe. Ouais, effectivement, on a l'impression qu'ils sont un petit peu dans le dur. C'est une équipe qui se retrouve très rarement. Ils n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble. Donc, autant on peut dire que les équipes comme le Fidji font partie des favoris pour se qualifier. Autant le Tonga, ils sont plutôt mal en point. Et à mon avis, ça va être très difficile pour eux de trouver une qualification. Il faudrait déjà qu'ils. Même, ça va être difficile de gagner deux matchs. Je pense qu'ils peuvent en gagner un, mais deux, ça va être difficile. Ouais, ils sortent d'une victoire contre le Canada, 28-3. Mais en fait, aussi, ils ont des nouveaux joueurs. En fait, il me semble qu'il y a 7 joueurs parce qu'il y a une nouvelle règle. Ou des joueurs qui ont joué peut-être sur des All Blacks de l'Australie, par exemple. Il y en a 5 anciens All Blacks qui reviennent à Tonga et 2 de Australie. C'est un nouveau règle qu'on voit, il me semble, pour la première fois dans ce Coupe de Monde. Ouais, alors effectivement, ça peut peut-être leur faire du bien hein, de récupérer ces joueurs-là, parce que si c'est des joueurs qui ont joué avec les All Blacks ou les Australiens, ça veut dire que c'est des joueurs qui sont bons, évidemment. Maintenant, tu sais, une équipe, c'est pas que des individualités, donc il faut jouer ensemble de façon régulière pour être performant. Je sais pas s'ils auront le temps, finalement, de pouvoir s'ajuster ensemble pour performer, quoi. Ouais, donc on va dire une petite chance contre l'Écosse. Ma vraie question, c'est est-ce qu'il peut battre le Roumanie, que je connais pas de tout, mais dans ma recherche, en fait, je trouve que ils ont une histoire très intéressante. Ils n'étaient pas là en 2019. Le seul qu'ils ont raté, il me semble que ça va être leur 8e Coupe du Monde. Historiquement parlant, il me semble qu'en les années 80, moi, j'étais pas en France et j'étais pas du tout dans le rugby à ce moment-là. Apparemment, ils étaient très bons en ce moment. Et attention, c'est pas la Namibie non plus, parce eux, ils ont pas gagné le match en Coupe du Monde. Ils ont déjà 6 victoires dans la Coupe du Monde, mais ils ont jamais sorti de leur poule. Vaillant dans le Six Nations Beast, le Rugby European Championship, ils étaient troisième derrière Géorgie et Portugal cette année, deuxième en 2002 et 2021. Le feuille de chêne, normalement, ça veut dire qu'ils sont solides devant. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va être très difficile pour cette équipe. Alors, où tu as raison, c'est qu'effectivement, historiquement, c'est une équipe, la Roumanie, c'est un pays qui a toujours été très rugby. D'ailleurs, avec l'équipe de France, pendant de nombreuses années, il y avait toujours un match de préparation, un match amical contre la Roumanie, après le tournoi des 5 nations à l'époque. Et c'était toujours un match difficile. Donc, voilà. Par contre, les Roumains, maintenant, ont été quelque part un peu remplacés par les Géorgiens. Et c'est des équipes qui se ressemblent, sauf que les Géorgiens sont beaucoup plus solides que la Roumanie. Donc la Roumanie va avoir beaucoup de difficultés pour gagner un match dans cette poule-là, qui est en plus une poule très relevée, hein, c'est une poule difficile. Donc ça fait partie de ces équipes qui ne vont certainement pas gagner, mais qui vont vivre une aventure humaine incroyable. Parce que s'ils sont là, c'est que c'est des passionnés de rugby. Et je pense qu'ils vont vivre un moment exceptionnel avec cette Coupe du Monde de rugby en France. Et puis de jouer contre les Écossais, contre les Irlandais, contre les Sud-Africains, contre le Tonga. Ben, c'est toujours magique hein, pour des joueurs comme ça qui sont d'un niveau amateur quelque part. Ouais, donc ça risque d'être super sympa. Le Tonga à Roumanie, ça peut être super chouette. En fait, il me semble qu'ils ont un coach de défense que peut-être tu connais parce qu'il s'appelle Dave Ellis, qui était le coach de la France, qui était le coach de la défense de la France aussi. Ouais, ouais, exactement. Quand j'étais en équipe de France, David Ellis faisait partie des coachs de la défense, effectivement. Mais tu sais, bon, et je pense qu'il va leur donner le maximum de pistes, mais c'est pas un coach qui joue, hein. C'est vrai. En parlant rapidement de quelques joueurs, il y a un troisième ligne qui a l'air d'être un mélange entre Olivon et Adrit, qui s'appelle Christy Chiraka, qui a marqué 5 essais en 5 matchs dans ce Rugby European Championships. Un autre marqueur d'essais, c'est Taylor Gontignac, si je prononce bien, qui joue à Rouen aujourd'hui, et apparemment son papa est un légende. Ouais, son papa, j'ai joué contre son papa, effectivement. Et son papa a joué toute sa carrière en France, pratiquement. C'était un très bon joueur. Ben voilà, ça, c'est bien parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas qu'en équipe de France qu'on voit les enfants d'eux, il y a aussi dans les équipes internationales et notamment même en Roumanie, quoi.
Allez, on va passer un peu plus lourd quand même. C'est The World Number One, c'est Irlande. J'ai re-regardé en fait le dernier match qu'on a joué contre eux. On a perdu 32-19, mais quel match! C'était 22-16 le mi-temps et avec une intensité mais folle. J'étais fatigué à mi-temps déjà et je jouais pas, hein. On n'était pas, la France, on n'était pas mauvais, hein, ils étaient juste meilleurs. Les avants, rapidement, 22 Flyers, 2022 joueurs de l'année. Ils avaient d'autres joueurs de l'année aussi, deux Taj aussi, donc Furlong et Taj Bern aussi, et Johnny Sexton. Ils étaient joueurs de leur poste, on va dire, meilleurs joueurs de leur poste en 2022. Super talonneur aussi, Sheenan, et on va dire le meilleur coupe de cheveux sur l'équipe, c'est pour le pilier Porter. Des puissants 8, Doris ou Conan musclés. C'est quand même un sacré pack. Ah, c'est un sacré pack. Et puis surtout, c'est pas 8 bonhommes, c'est quasiment 16. Ils ont pratiquement deux équipes, c'est-à-dire qu'ils ont un effectif très très large euh, et de très haut niveau. C'est-à-dire que même s'il en manque un, on l'a vu, hein, il y a eu des fois où il y a eu des blessés, le remplaçant est du même niveau, quoi. Donc ça, c'est vachement important, hein, sur les matchs de Coupe du Monde parce qu'on a vraiment besoin de tout l'effectif. Et ça, parce que à la 60e minute, on le voit bien, les joueurs sont fatigués. Et si tu changes par des joueurs qui remettent de l'intensité physique avec un niveau quasiment égal au titulaire, ben, c'est très important. Donc ils ont cette force-là, autant devant que derrière en plus, même si c'est devant le plus important parce que c'est là où l'usure physique se fait le plus sentir. Mais après, ils ont une équipe qui est très très forte. Ben, ils sont pas numéro un du monde pour rien en ce moment au classement de World Rugby. C'est une équipe que je dis souvent qu'ils sont chirurgicaux. C'est-à-dire que leur jeu est très précis, on sait exactement ce qu'ils vont faire, sauf qu'ils le font très très bien. Et ils ont une variété dans leur mouvement offensif. Déjà, ils adorent garder le ballon, ils essayent de mettre la main sur le ballon, d'avoir la possession de la balle quasiment toute la partie. Ils sont très bons en conquête de balle sur les mêlées, sur les touches et ils amènent de la variation sur des jeux avec deux rideaux. C'est-à-dire qu'il y a un premier rideau de groupe de trois quatre joueurs qui viennent, ou ils passent directement par eux, ou alors ils jouent dans leur dos, ou alors souvent ces joueurs-là jouent en pivot, et là ils ont de multiples solutions après, avec leur numéro 10 qui est un petit peu la rampe de lancement de leur équipe, et qui lui fait le choix de jouer au large, à l'intérieur ou au près. Donc c'est une équipe qui avancent ben, pas masqués, on sait exactement ce qu'ils vont faire. Par contre, ils le font tellement bien qu'ils arrivent à gagner tout le monde. Donc, évidemment, ils font partie des grands favoris pour cette Coupe du Monde. Ouais, tu as parlé de leurs 10, mais aussi ils ont beaucoup d'expérience en 9 parce qu'il y a Conor Murray et Gibson Park. Sexton, il me semble qu'il va rater les 3 matchs d'échauffement à cause de son suspension, mais ils reviennent pour le Coupe du Monde. Les alliés, on a James Lowe avec son coupe de cheveux un peu douteux, Hansen avec son moustache magnifique, et le veteran Keith Earls aussi. Les centres, quand même, il y en a 3 qui sont lourds. Aki, Ringrose et Henshaw, et ça finit avec l'arrière Hugo Keenan qui est en grande forme en ce moment. Tu as dit le numéro 1, les favoris, mais où sont les faiblesses de cette équipe, Yann? Ben, il n'y en a pas beaucoup des faiblesses de cette équipe, justement, hein. C'est un petit peu ce qui fait peur, hein, finalement. Alors, il faut avoir confiance quand même, parce que sur un match, tout peut arriver, mais c'est vrai que pour l'instant, il nous montre peu de faiblesses, finalement. Pour les gagner, il faut faire le match de l'année. Il faut que les nations qui jouent contre l'Irlande fassent le match de l'année. C'est réalisable, c'est pas impossible, mais que ce soit l'Écosse ou l'Afrique du Sud, puisque dans cette poule-là, ça va se jouer parmi ces trois équipes, hein, pour la qualification, ben, il va falloir vraiment, ça va être très difficile de les sortir. Mais match de l'année qui était fait en fait en 2019 en fait avec le gros de surprise c'était le défaite contre le Japon. Après bah c'était un raclé contre les All Blacks 46-14. Je pense qu'un coup de baisse de on va dire de confiance. Donc c'est bizarre parce que c'est une équipe qui est jamais sortie d'écart. C'est un peu difficile à croire parce qu'en 2018 ils étaient au bloc, ils étaient le plus haut que possible. Mais quand même ils ont pas réussi. Qu'est-ce qui peut potentiellement expliquer cette manque de réussite systématique quand même sur le plus haut niveau? Ouais, c'est assez surprenant. J'arrive pas trop à l'expliquer. Ce que je sais, c'est que je les sens maintenant beaucoup plus aguerris, beaucoup plus confiants dans leur jeu et beaucoup plus gestionnaires de cette pression. Et je pense ils gèrent mieux cette pression-là. C'est une équipe qui est très expérimentée, sûre de leur force, donc plus dangereuse qu'avant. Donc, je ne vois pas l'Irlande louper les quarts de finale.
Mais to be the champ, you must beat the champ. Et c'est l'Afrique du Sud, les champions. Ils sont pas forcément favoris aujourd'hui, mais c'est l'équipe, on va dire, qui fait quand même peur à tout le monde. La grande question, c'est est-ce qu'ils peuvent garder le Trophy Webb Ellis? Une équipe assez similaire de l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde il y a 4 ans. Les arrières, il y a toujours l'arrière Willie Leroux, les centres Delandé, l'incroyable Chelson Colby et Mapimpe en allié. Grosse déception, c'est que Am, le centre, il va rater la Coupe du Monde avec un blessure. Mais il y a un jeune arrière qui a marqué un triplé contre l'Australie. Donc, il y a quand même beaucoup de bons arrières. Petite question, par contre, au niveau des charnières, parce qu'en 9, il y a mon favori, c'est Faf de Klerk avec ses super cheveux. Reinhardt de Montpellier ou le jeune Jaden Hendricks. Et en 10, Pollard, il est sorti à cause de blessures. Mais est-ce que ça veut dire que ça va être Manny Libok, un joueur que j'aime beaucoup, qui va prendre les rênes? Oui, à mon avis, c'est lui qui va jouer. Mais effectivement, cette équipe, ils arrivent toujours à sortir d'excellents joueurs malgré tout. On connaît leur système, c'est d'abord de la puissance. Eux aussi, ils ne sont pas surprenants dans leur système de jeu. Eux, ils sont là pour écrabouiller tout le monde. C'est-à-dire qu'ils misent sur le physique. Et ils ont raison, puisqu'ils sont vraiment très costauds. Maintenant, ils ont quand même quelques blessures sur des joueurs importants. Et notamment leur capitaine qui fera quand même la Coupe du Monde, mais je ne sais pas trop dans quel état parce qu'il sort quand même, enfin, il revient d'une blessure très importante. Donc on va voir. Pour l'instant, je ne les trouve pas en forme, mais effectivement, on s'en méfie et on a peur toujours de cette équipe parce qu'on sait aussi qu'ils savent très bien se préparer. Et il y a eu des années où ils n'étaient pas forcément très bons avant la Coupe du Monde. Sauf que la préparation à la Coupe du Monde les a fait monter en puissance et finalement leur ont permis de gagner des titres. Je pense à 95, je pense au dernier titre en 2019 également, où ils n'étaient pas forcément très très bons. Et ils sont arrivés en Coupe du Monde en étant les plus en forme. Donc attention à cette équipe, ça va être ce match contre l'Irlande va être juste incroyable à mon avis. Ça va être du même niveau que le France-Nouvelle-Zélande, si tu vois ce que je veux dire. Donc on va voir. Et le danger aussi par rapport au quart de finale, c'est que nos petits Français, on va jouer contre une ou l'autre de cette nation-là, c'est-à-dire de qualifier de cette poule-là. On ne sait pas les premiers ou les deuxièmes de la poule, mais on jouera donc ou contre l'Afrique du Sud, ou contre l'Irlande, ou contre l'Écosse, si l'Écosse arrive à créer la surprise. Mais ça veut dire quand même que ça va être très très difficile pour nos Français dès le quart de finale, parce que pour moi, les favoris de la Coupe du Monde, c'est les 4 équipes, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Donc, et on va tous se rencontrer dès les quarts de finale. Donc voilà, cette Afrique du Sud-là, aujourd'hui, elle ne me fait pas trop peur, mais je pense que dans un mois, elle commencera à me faire peur. Ouais, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas joué en 2020, ils ont fait que 3 matchs en 2021. En gros, ils sont pas très frais en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer ce Coupe du Monde. Donc je me posais la question, est-ce qu'ils sont pas échauffés ou est-ce que c'est un avantage ou désavantage? Mais comme tu as dit, en fait, la dernière fois, ils ont juste à s'améliorer chaque match dans le Coupe du Monde. Ils ont perdu contre Nouvelle-Zélande et après, ils étaient meilleurs à la fin. Assez bon pour gagner le titre quand même. Ils savent que c'est une équipe qui sait se préparer, physiquement et mentalement. Juste rapidement, physiquement, sur des avants, il y a quand même Malcolm Marx, il y a un monsieur qui s'appelle Ox, ça c'est superbe, Ibn Esbet, un des meilleurs troisième lignes quand même, de toi, Vermeulen, et comme tu as dit, l'impressionnante, et je sais pas, il est adorable, le capitaine Codessi, j'espère que ça va pour lui, à côté de son blessure. Donc comme tu as dit, ça va être chaud pour la France, dans tous les cas, de l'équipe les 2 équipes qui vont sortir de ce pool. Bon, déjà, je veux te dire merci beaucoup, Yann, d'être là avec nous, merci énormément, et donc je te souhaite un super Coupe du Monde. Et moi aussi, je vous souhaite une très bonne Coupe du Monde à tous. Régalez-vous, prenez du plaisir parce que je pense que ça va être une Coupe du Monde magnifique. Super Yann, allez, à très bientôt, bye bye. Bientôt, bye bye. Alors, grand merci à Yann Delegue. Allez le suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le voir sur M6 pendant la Coupe du Monde ou l'écouter sur RMC. Ou vous pouvez aussi écouter notre première interview avec lui, à l'épisode 55, où on a parlé de sa carrière, son côté créatif et businessman, et aussi de son association solidaire Rugby French Flair. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, épisode 104, c'était le preview de Pool A. Et la semaine prochaine, avec le prochain épisode, ça va être l'épisode sur le Pool C, avec normalement un autre invité surprise pour nous aider. Un ancien pote de notre pack, c'est votre indice. Allez tout le monde, bonne semaine à vous et surtout un très bon Coupe du Monde. Ciao, ciao!